OK. C'est parti, Ça, c'est ouais, je c'est parti, c'est pense en ligne. que c'est C'est bon? bon, Alexis. Oui, oui, c'est bon, Alexis. OK, Bon, cool. bonsoir, les amis. Donc, c'est Gilles pour le président du collectif Amazon Contrôlé. Donc, on a décidé de faire un live ce soir concernant, je dirais, un sujet qui est récurrent, que l'on parle, nous, depuis très longtemps dans l'association. C'est le statut et l'article 4 du statut des IEG et la fameuse convention collective pour les autres salariés qui travaillent sur d'autres installations que EDF. Donc, nous estimons, nous, que c'est la solution aujourd'hui pour mettre un terme, je dirais, à cette mise en concurrence que nous subissons les uns et les autres, les appels d'offres que nous connaissons aussi quand on travaille sur les installations nucléaires, où on se rend compte malheureusement que nous sommes des travailleurs précaires, puisque on est soumis à la loi du marché. Et donc, ce marché, aujourd'hui, il faut dire que nous n'en voulons pas. Et donc, l'idée d'une convention collective pour les uns qui travaillent, je dirais, à Orano, au CEA, à l'Andra, les gens peut-être de l'IRSN, et puis les autres qui travaillent sur les CNPE qui appartiennent à EDF. Je pense que c'est très intéressant. Donc pour cela, j'ai fait appel à deux amis, deux camarades qui vont vous expliquer, je dirais, le contenu, ce qu'il y a côté, je dirais, statut IEG de l'article 4 avec Jérôme Schmitt, qui se présentera aussi un petit peu. Et puis, la deuxième partie, ça sera avec Yvon Laurent, donc, qui est représentant de la CGT Endel. Donc, je pense que réagissez, hein, c'est un live, donc vous pouvez mettre des commentaires. S'il y a des explications oui, qui ne sont pas claires, n'hésitez pas. On reviendra dessus, on complétera dans la mesure du possible. Et puis, vous connaissez le principe des lives, hein, c'est de cliquer j'aime si vous aimez, évidemment, et puis de partager pour que un petit peu le travail que nous faisons, la lutte, l'objectif que nous sommes fixés, je dirais, soit connu d'un maximum de gens, parce que la sous-traitance, je pense que ça n'a échappé à personne. Aujourd'hui, devient un sujet très, très important pour l'avenir de la filière nucléaire. Donc, je pense que nous sommes les mieux à même de parler des métiers que nous faisons, des difficultés que nous rencontrons. Et donc, c'est à nous, les travailleurs, de se saisir de ces thématiques. C'est pour nous capital. Donc, je vais passer la parole à Jérôme Schmitt, donc, et qui va donc nous expliquer un petit peu comment l'article 4 est articulé, qu'est-ce que ça représente le statut des IEG, depuis quand ça existe, et puis aussi pour la Fédération Sud Énergie, ce que nous avons pu faire en amont, je dirais, de ce live aujourd'hui, la position de la Fédération Sud Énergie sur la problématique de la sous-traitance, vous verrez, elle est aussi fort intéressante et je laisse la parole à Jérôme pour nous expliquer tout ça. À toi, mon GG. Oui, bonsoir à tous et à toutes. Voilà, ce soir, déjà, je veux te remercier, Gilles, pour ton invitation, pour le travail que fait l'association de ma zone contrôlée pour les travailleurs du nucléaire. Ça, c'est super important et c'est d'utilité publique. Ensuite, on voit beaucoup dans vos écrits et dans l'écrit de pas mal de tracts de sous-traitance la référence à l'article 4 du statut des IEG. Donc, c'est la partie-là que je vais vous expliquer un peu plus précisément. Mais avant tout, il faut savoir d'où ça sort, cette histoire. Le statut des IEG, c'est les industries électriques et gazières, c'est le statut qui est appliqué encore à tous les agents EDF et GDF à l'époque, maintenant aussi à tous ceux qui travaillent dans des entreprises qui cotisent dans les industries électriques et gazières. Par exemple, certaines régies comme l'usine d'électricité de Metz, certaines usines de production comme dans les îles, sont aussi au statut des IEG. Donc ce statut, il a été fait à la sortie de la guerre, en même temps que la sécurité sociale et toutes les avancées qui ont été effectuées dans un pays en crise, complètement en ruine et complètement
sans rien, quoi. Donc, tout est parti de zéro. Et le statut des IEG, c'était un statut référence qui a été fait par le gouvernement d'union nationale de l'époque et rédigé par le Conseil national de la résistance. Et il était là pour montrer à tous les salariés que c'était ce statut vers lequel il fallait que tout le monde tende. Voilà, il y a des choses dans notre statut qui concernent les départs en retraite, l'âge des départs en retraite, la façon dont on travaille. Bon, c'est régi par beaucoup de choses, par beaucoup de textes. Et un des articles de ce statut, qui est l'article 4, le statut, je vous le redis, c'est une loi. C'est une loi qui a été décrétée en 1946, donc à la sortie de la guerre. Ce statut de l'article 4, je vais vous en faire une petite lecture, juste les premiers mots. Ah bah alors là, je l'ai perdu. Attendez. En fait, il définit qui est au statut. Et ce sont tous les travailleurs des industries électriques et gazières qui travaillent de façon permanente. En fait, je vais vous donner un exemple après, le temps que ça télécharge. Vous le retrouvez sur jury, sur Légifrance, l'article 4. Il dit « Le présent statut s'applique à l'ensemble du personnel, ouvriers, employés, agents de maîtrise, cadres administratifs et techniques, donc tous les travailleurs, en situation d'activité ou d'inactivité, des services nationaux, des services de distribution créés. » Voilà. C'est-à-dire qu'en réalité, ce statut doit s'appliquer à tous les travailleurs. Et l'article 4, il te dit les emplois, fonctions ou postes de service et d'exploitation doivent être intégralement assurés par des agents statutaires. D'abord engagés à titre d'agent stagiaire. L'agent stagiaire, c'est ce qu'on appelle chez nous quelqu'un qui est en période d'essai. À EDF, GDF et dans les IEG, l'essai dure 1 an. Donc, tu vois, l'article 4, il te dit exactement tous ceux qui bossent doivent être statutaires. En réalité, quand EDF et GDF ont été créés, le gars qui tondait la pelouse, la dame qui faisait le ménage, c'était des agents. Ils étaient statutaires. Et quelqu'un qui fait le ménage, par exemple, elle était statutaire et elle pouvait faire autre chose après dans sa vie. Tu vois, tu es embauché au statut, tu es à peu près au SMIC. Et puis, tu peux postuler, montrer que tu vaux le coup. Ça s'appelle l'ascenseur social. C'est ce que nos politiques adorent nous mettre dans la tête. Et en réalité, ils ne l'appliquent pas, cet article, pour éviter justement l'ascenseur social. Une dame maintenant qui fait le ménage chez nous, elle travaille à plein temps dans l'entreprise, mais elle n'est pas agent EDF. Voilà, elle est précaire, elle est très très mal payée, et si elle commence à 20 ans et qu'elle s'arrête à 60, eh ben pendant 30, 40 ans, elle va faire exactement le même métier et elle sera payée exactement les mêmes sommes. On a rencontré le 18 septembre dernier, lors du mouvement qu'on a fait avec vous en commun sur Orano, à Tricastin, des salariés dont le métier, c'est de faire du ménage, mais un ménage un peu particulier. C'est ceux qui vont nettoyer la crasse au fond des piscines du bâtiment réacteur. Ces gars-là font ça depuis 35 ans. Ils sont payés 1200 balles. Ils ont leur santé complètement bousillée. Ils n'ont jamais eu l'occasion de faire autre chose de leur vie que ça. Parce que les patrons ont besoin d'avoir des gens à leur service qui ne demandent rien. Donc, on change 20 fois de société, tout ça, c'est pas sérieux. C'est pas comme ça qu'on conçoit le travail ni la société, en tout cas à Sud. Et on a décidé avec la fédération, donc en collectif, de se battre à vos côtés et pour aller judiciairement réclamer l'application de cet article 4. C'est-à-dire, toi, Gilles, toi, Yvon, normalement, vous êtes agent. Voilà, vous êtes agent, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Donc, l'article 4, il nous permettrait d'engager des salariés, de les requalifier,
leur contrat de travail. Et ça éviterait à notre patron de se mettre hors la loi en pratiquant du pré-illicite de main-d'œuvre. Je ne sais pas si vous êtes au courant, on a déjà eu quelques bagarres là-dessus il y a quelques années à Belleville, où on a fait embaucher quelques prestataires, parce que dans la majorité des cas, les salariés qui travaillent en tant que prestataires dans les IEG sont en situation de pré-illicite de main-d'œuvre. C'est-à-dire que c'est ce que vous appelez le donneur d'ordre ou le client. Bon, concrètement, c'est EDF ou GDF qui donne les ordres directement aux salariés. Ils travaillent avec le matériel de la boîte. Ce qui caractérise le contrat de travail au départ, c'est un lien de subordination. C'est-à-dire, à partir du moment où tu travailles, tu as un contrat et c'est ton lien de subordination. Tu ne dois pas devoir répondre à quelqu'un d'autre que ton chef à toi. Et donc, c'est en ça que c'est très, très vicieux comme système. La crise du Covid qu'on vit actuellement a fait office d'un formidable révélateur sur cette affaire. C'est-à-dire qu'actuellement, par exemple, dans les centrales nucléaires, il y a 2/3 des salariés présents qui sont des prestataires et 1/3 qui sont des agents EDF. C'est-à-dire que sur cet ensemble de gens, c'est 14-15 000 pendant la crise, sur les centrales nucléaires. Sur ces 15 000 salariés, il y a 10 000 prestataires. Et ces 10 000 prestataires, ils sont réquisitionnés pour la mission du service public, en réalité. Donc, cette crise nous permet de mettre ça en avant et de bien montrer qu'en réalité, ces 10 000 là, qui sont réquisitionnés, eh ben, c'est des agents en EDF. Ils sont payés par quelqu'un d'autre, mais c'est ça qui n'est pas normal. C'est des agents EDF dans la réalité des faits. Quand, dans les instances comme les délégués du personnel, on a souvent posé les questions. Dans beaucoup d'endroits, beaucoup de syndicats, quasiment tous les syndicats ont posé ces questions-là en disant « mais pourquoi vous n'appliquez pas l'article 4 ?» Par exemple, la documentation. Ils sont en train de prendre les docs sensibles du nucléaire et les donner à des prestataires. Ils considèrent que ce n'est pas cœur de métier. Voilà, leur terme, c'est celui-ci. Quand on leur dit appliquer l'article 4, ils nous disent bon, c'est pas cœur de métier. C'est pas cœur de métier. Le gars, il va nettoyer la piscine réacteur ou il va te nettoyer, ou même la dame qui va te nettoyer ton chiotte, monsieur le directeur, eh ben, il te dit non, je ne peux pas l'embaucher. C'est pas cœur de métier. En plus, il se défausse. S'il y a un problème, il demande à la faire virer et il ne le fera pas lui-même. Il n'a même pas cette responsabilité sociale-là. En ce qui concerne les prestataires, par exemple, qui sont soumis à des rayonnements ionisants et ceux qui se salissent dans les fonds de piscine, on a vu des cas. Les gars malades, par exemple, ça leur permet à EDF et tous ces grands patrons de se défausser de leurs responsabilités sanitaires. C'est-à-dire, un gars, il est malade, son patron veut le virer. Nous, qu'est-ce qu'on fait, les syndicats? Parce qu'il y a quand même des syndicats à EDF. On va voir notre patron, on leur dit, mais c'est quoi ce bordel? Vous n'allez quand même pas faire virer ce gars. Et eux, facilement, ils nous disent, pas d'ingérence, c'est pas nous. Alors nous, voilà, on leur dit, mais non, si, c'est des collègues. Voilà, moi, un prestataire qui passe à côté de moi, qui travaille à côté de moi, je ne le vois pas comme un prestataire, je le vois comme un collègue. Je trouve ça honteux qu'on soit pas qu'on ne travaille pas dans les mêmes conditions sociales, sanitaires et tout ce qu'on peut rêver. Normalement, le statut des IEG devait le donner à la classe ouvrière. Et d'aussi bien que lorsque le ministre de l'Industrie de l'époque, qui s'appelait Marcel Paul, qui était un ministre communiste, a bien dit aux agents EDF, on vous donne un formidable outil dans les mains, le patronat n'aura de cesse que d'essayer de vous le démonter. Défendez-le, c'est votre responsabilité. Alors voilà, c'est notre responsabilité à nous, agents EDF, de dire les prestataires, ça n'est pas des prestataires, c'est des collègues. Point barre. Il faut qu'ils soient dans les mêmes conditions que nous. On ne peut pas faire de la concurrence qui est complètement déloyale entre les salariés. On devrait tous avoir le même statut. Donc voilà, j'espère que c'est à peu près clair ce que c'est que l'article 4 du statut. Je répondrai aux commentaires, j'espère avoir pas été trop bavard, mais il faut que vous sachiez que
des syndicats, notamment Sud Énergie. Hein. On n'a pas la primeur, mais on est actif sur le sujet. En tout cas, on veut se battre pour que le statut des IEG soit appliqué à tous les prestataires. Et effectivement, pour ceux qui ne sont pas dans les IEG, ce n'est pas normal qu'ils n'aient pas un statut de la même manière que dans les IEG. Parce que, en fait, cette situation de prélicite de main-d'œuvre, de travail précaire, de gens malléables qu'on jette, qu'on maltraite, eh ben, c'est la sous-traitance qui permet ça. Et la sous-traitance, c'est dans tous les domaines en réalité. Dans la chimie, dans l'industrie pharmaceutique, dans l'automobile. Dans l'automobile, c'est énorme. Donc voilà, c'est un combat commun qu'on doit avoir. Et toutes les industries qui ont traversé la crise du Covid en maintenant une activité peuvent le voir. On ne peut pas travailler sans les prestataires. Donc, la prestation, c'est en réalité le cœur de métier. Voilà, je suis là pour vous répondre à vos questions. Okay. Je vais vous donner la parole. Merci Jérôme, je pense que c'est très clair. On voit bien, je dirais, les enjeux qu'il y a derrière tout ça, cet article 4, et puis le travail que la Fédé Sud Énergie a entrepris depuis pas mal de temps déjà. Tu confirmes bien qu'à la date d'aujourd'hui, il n'y a malheureusement toujours pas de réponse des autres syndicats à l'appel qui a été fait au mois de mars. Hein. Ouais, tout à fait. Mais c'est effectivement, on a lancé un appel parce qu'au début de la crise Covid, ça nous semblait être hyper important en fait de dire, on s'est adressé au patron en lui disant titulariser tous les prestataires qui sont sur le site, sur les sites qui travaillent à l'heure actuelle. C'est le service public, donc titularisez-les. Alors, ils nous ont rionné, hein. Il ne faut pas se mentir. Le patron, il s'en fout. Il nous rigole au nez, et puis soit il ne répond pas, soit il dit « mais ce n'est pas cœur de métier ». Eh bien, désolé, le gars qui travaille, qui a risqué sa vie pendant la crise Covid, eh ben, c'est le cœur de métier. Il était là pour le service public. Il n'était pas là que pour faire plaisir et pour payer la Porsche du patron. Voilà. Il faut savoir aussi quand même qu'un prestataire, ça coûte plus cher qu'un agent statutaire. Il faut que les gens s'enlèvent cette espèce de délire qui pense que la concurrence libre et non faussée, sans aucune règle, c'est un bon principe. C'est faux. C'est faux. Un prestataire, il pourrait toucher plus qu'à l'heure actuelle en coûtant moins cher sur la facture d'électricité, par exemple. Juste parce qu'il n'aura pas tout un tas de chefs. Et puis, effectivement, son patron il faut qu'il roule en Porsche, le patron. Imaginez à Orano. Je prends Orano parce que je sais que tu y travailles, Gilles. Orano, c'est une boîte qui fonctionne exactement de la même façon, qui prend des prestataires, qui n'est pas dans les IEG. Par contre, c'est une boîte de l'État quand même. Est-ce que tu imagines cette Orano qui paye des gens juste pour faire du lobbying, des gens qui doivent être payés suffisamment cher pour pouvoir être intéressés par un poste de Premier ministre par la suite? On devient fou. Cette société, on marche sur la tête. Il faut qu'on revienne à l'essentiel, c'est-à-dire un statut protecteur pour tous les travailleurs. Et notre statut, il n'est pas si mal que ça. Si c'est un autre, c'est pas grave. Mais il faut qu'on soit pareil. Et il faut qu'on soit bien au travail, bien loti, et qu'on ait l'espoir d'avoir une vie professionnelle qui nous épanouit. Parce que là, ce n'est pas le cas. J'ai un texte là qui s'appelle la PERS 140. Il faut savoir que le statut, c'est une loi, et elle est déclinée en PERS. Alors, la PERS, c'est une espèce de circulaire administrative. Ça fait office de loi. Il y a une PERS qui s'appelle la PERS 140, dont l'objet, c'est titularisation des concierges et des femmes de ménage. Écoutez ça, et c'est toujours en application. Nous vous communiquons aussi après les règles, donc ça, ils envoient ça aux unités. Il convient de distinguer entre les concierges d'exploitation, les concierges d'immeubles. Bon, les concierges, ça n'existe plus trop. Mais là, il y a le chapitre 2, titularisation des femmes de ménage. Les femmes de ménage chargées du nettoyage des bureaux et des locaux d'exploitation, c'est-à-dire partout, seront titularisées si elles suivent l'horaire normal de travail, ce qui est le cas, ou si, étant soumises à un horaire différent, la durée journalière de leurs occupations est égale au temps normal de travail. C'est-à-dire qu'en réalité, toutes les femmes de ménage qui travaillent à EDF et GDF et dans toutes ces petites boîtes doivent être titularisées.
C'est-à-dire qu'en réalité, c'est des agents EDF. Et il y en a qui se font des marges conséquentes sur leur travail. Et ils font des marges conséquentes même sur notre hygiène. Parce qu'avec la crise Covid, on savait, nous, on interpelle régulièrement les directions. Les pauvres femmes de ménage, elles sont là, elles n'ont plus que de l'eau. Et elles se font parfois engueuler même par les gens quoi, qui sont dans les bureaux et qui les voient juste passer de l'eau par terre. Et oui, parce que la politique du moins-disant, la mise en concurrence en permanence des salariés, tout ça, ça amène à ça. Ça amène à zéro savon dans les seaux, comme ça ramène à zéro masque en stock pour les travailleurs quand il y a une crise Covid, quoi. Parce qu'il faut savoir que des masques dans le nucléaire avec tous les travailleurs, ça fait qu'une semaine qu'il y en a. Ça fait une semaine qu'on nous autorise à en mettre. Parce qu'avant, c'était carrément pas autorisé. Si ça, c'est pas criminel, les gars, j'arrête de bavarder. Hein. Je te repasse la main. Bon, Gilles, il semble avoir un petit problème. Je pense qu'on peut peut-être passer la main à Yvon parce que Yvon va nous parler plus précisément du statut qui avait été rédigé. Oui, ok, si ça vient sur moi, ce qui n'est pas le cas. Donc, on va avoir un problème technique encore. Si, c'est bon, c'est bien sur toi et Gilles est de Oui. nouveau parmi nous. Il faut juste qu'il désactive son micro. D'accord, ok. Parce que là, je ne vois plus rien. Oui, donc je vais rebondir vite fait sur ce qu'a dit Jérôme. Et il a expliqué avant de présenter le projet. Effectivement, le but de la sous-traitance, il a répété, mais il faut bien que ça rentre dans la tête de tout le monde. Mais tout le monde le sait maintenant, c'est externaliser les risques qui soient industriels, commerciaux, les risques c'est très important, les risques sur la santé des salariés, sur la sécurité et aussi les risques salariaux et sociaux, quoi. Et les donneurs d'ordre transfèrent ces responsabilités sur les boîtes prestataires et effectivement, par ricochet, sur nous, les salariés du nucléaire, sous-traitants. Voilà, ça, c'était juste pour rebondir sur la finalité de la sous-traitance et il ne faut pas se tromper sur cette formule-là. Donc, moi, j'en viens sur le projet. Effectivement, ce cahier de revendication des salariés sous-traitants de l'industrie nucléaire, donc il émane c'est une commission d'enquête parlementaire qui a eu lieu, donc, une commission d'enquête parlementaire sur les coûts de la filière nucléaire, etc. Et donc, qui a été finalisée par un rapport qui a été remis au gouvernement le 31 octobre 2013. Et effectivement, pour la mise en place d'une convention spécifique pour les salariés du nucléaire que nous sommes. Alors, effectivement, ce projet de cahier de revendication que nous avons élaboré, on s'est servi du projet qui date de 2014, qu'on appelait le livre rouge, qui a été réalisé et édité, distribué sur plusieurs sites nucléaires et qui avait été élaboré par des fédérations et bien sûr avec le concours très actif de salariés de sous-traitants et de leurs élus. Voilà, donc sur ce cahier de revendication, on avait retiré une vingtaine de sujets. Je ne vais pas tous les aborder là. Je vais essayer de vous citer ceux qui nous paraissent les plus importants. Donc, on peut l'appeler convention unique, on peut l'appeler convention plancher. Voilà, l'idée, c'est que ce projet, ce cahier de revendication surgisse vite fait et qu'on se l'accapare, effectivement. Et pour se l'accaparer, il va falloir qu'on agisse tous ensemble. Voilà, donc je vais commencer sur ce projet cahier revendicatif où on avait un sujet qui nous paraissait important, bien sûr, qui était le salaire minima. Alors, une grille des salaires mensuels minima qui détermine les salaires mensuels bruts de base minima en dessous desquels ne peuvent être rémunérés les salariés employés à temps plein en fonction de leur classification professionnelle. Voilà, donc ce salaire mensuel brut de base s'entend comme étant le salaire annuel hors prime, indemnité, majoration, reconnaissance, heures supplémentaires, garantie du 13e mois, etc.
Voilà, donc aucun salarié du champ d'application du présent accord ne peut percevoir un salaire mensuel inférieur à celui figurant sur cette grille. Pour sa catégorie professionnelle, par rapport aux positions, niveau, échelon. Voilà. Et la grille qu'on avait établie, on s'était basé sur une grille qui est obsolète maintenant, puisque ce cahier revendicatif qu'on vous présente aujourd'hui, il date déjà malheureusement de plus de 5 ans. On s'était basé sur une grille des salaires qui venait de la Convention collective nationale de la métallurgie, donc qui est devenue effectivement obsolète à ce jour. Donc, on avait d'autres sujets, par exemple, le déroulement de carrière salariale. Voilà, donc je ne vais pas tous vous le dire. On a un sujet qui nous paraissait très important aussi. Donc, c'est la reconnaissance de la formation initiale, ce qui n'est pas le cas dans nos sociétés sous-traitantes. Voilà, donc des niveaux correspondant au CAP, BEP, avec un coefficient 170, bon, on peut citer voilà, plusieurs exemples, le coefficient 215, ouvrier TAM, niveau 4, qui aurait un bac pro, voilà, etc. Donc, la reconnaissance de la formation initiale, actuellement, elle n'est pas reconnue par nos patrons, et on peut se retrouver avec des jeunes sous-traitants qui ont des bacs pro et qui se retrouvent avec des coefficients de 190 ou 205 ou 245, et à force, on se mélange dans les classifications. Il y a une chose très importante aussi qu'on avait soulevée lors de ce cahier de revendication, c'était la reconnaissance de spécificité, du salarié du nucléaire. Donc, on avait défini sur ce présent accord qu'il était attribué à tous les salariés relevant du champ d'application du présent accord une reconnaissance nucléaire. Je ne veux pas dire les initiales qui me paraissent pas bien, c'est RN. Voilà, effectivement. Donc, je recommence. Il est attribué à tous les salariés relevant du champ d'application du présent accord une reconnaissance nucléaire mensuellement, y compris durant les congés payés. Cette reconnaissance nucléaire est égale à 25% du salaire mensuel brut de base. Elle est appliquée également sur chacun des éléments que je vais citer, donc sur les heures supplémentaires et complémentaires, sur la majoration d'ancienneté, sur les paiements des indemnités d'astreinte et services continus et sur la garantie du 13e mois. Cette reconnaissance nucléaire est soumise aux cotisations sociales et prise en compte pour le calcul du niveau de pension de la retraite. Donc, si vous comprenez, on peut dire que c'est une prime spécifique qui est rajoutée à notre salaire mensuel brut et sur tous les critères que je viens de vous énoncer, sur les heures supplémentaires, majoration d'ancienneté et paiement des indemnités d'astreinte et services continus. Un autre sujet très important qu'on avait soulevé là-dessus, c'est la majoration d'ancienneté nucléaire. Puisque actuellement, et d'ailleurs on peut s'en apercevoir lors des appels d'offres récents qui a eu lieu sur les PGAC, par exemple celle de Civo, où la boîte perdante et la boîte gagnante n'avaient pas le même taux d'ancienneté pour les salariés qui partaient dans la boîte concurrente. Voilà, donc on avait fixé, par exemple, une majoration d'ancienneté nucléaire pour 1 an d'ancienneté plus 6%, pour 2 ans 7%, pour 4 ans et demi 9%, et on continuait pour arriver jusqu'à 34 ans d'ancienneté avec une majoration d'ancienneté de 33%. Voilà, donc après, effectivement, on pourrait parler de l'indemnité d'astreinte, je ne vais pas vous la définir ici. On s'aperçoit aussi que la mise en concurrence des salariés sous-traitants et sur l'indemnité d'astreinte, il y a des fossés qui se creusent de plus en plus, quoi. Je ne vais pas mettre en opposition, encore une fois, les indemnités d'astreinte perçues par nos collègues statutaires et nous. Je peux vous dire que le fossé, il est grand. D'où la nécessité d'avoir ce cahier de revendication qui naissent et puis l'application de l'article 4 pour les autres collègues qui travaillent sur les centrales nucléaires. Donc, on avait parlé aussi d'indemnisation du travail en heures supplémentaires. Donc, les heures de jour en semaine majorées à 50%, les heures de jour dimanche et jours fériés majorées à 100%, les heures de nuit en semaine majorées à 100%, ce qui n'est pas le cas dans toutes les boîtes prestataires, et les heures de nuit dimanche et jours fériés majorées à 200%. À l'époque, donc, quand on avait sorti ce cahier de revendication,
On parlait aussi de l'indemnisation du travail en grand déplacement. Voilà, donc on peut se baser sur certaines conventions collectives ou des accords d'entreprise qui sont mis à mal. Et donc, ce qu'on avait défini, c'est que tout salarié travaillant en grand déplacement à plus de 50 km de son domicile devrait percevoir cette indemnité de grand déplacement qu'on appelle, nous, simplement les GD. Donc, c'est pour les salariés qu'on appelle aussi les nomades du nucléaire. Donc, les salariés qui travaillent en grand déplacement sur la maintenance des centrales nucléaires sur tout l'Hexagone et voire même au-delà. Donc, on rappelle que l'indemnité de grand déplacement, elle vise à couvrir les frais liés à l'hébergement, à la restauration et au moyen de rester en contact avec la famille et au minimum du droit à la détente. Donc, rappelez-vous, la détente, c'est les petits 3 jours ou 2 jours qui nous permettent de rentrer toutes les 4 ou 6 semaines, suivant nos accords, suivant la convention collective à laquelle on est affilié, afin de pouvoir rencontrer et de pouvoir revoir nos femmes et nos enfants. Donc, cette indemnité à minima de grand déplacement applicable au 1er janvier 2016, on l'avait fixée à 123,30 €. Donc, vous voyez que ça peut paraître à certains très excessif parce que malheureusement, vu les conventions collectives dans lesquelles on est affilié, donc convention collective de nettoyage, convention collective Syntec, convention collective métallurgie qui n'est pas la plus mauvaise, convention collective maintenant du transport et bientôt, pourquoi pas, du commerce ou voilà. Et vous voyez très bien qu'on est au-delà de ce projet de 126,30 centimes d'euros. Bon, la moyenne à peu près doit se fixer à environ à 83 jusqu'à 87 € par jour d'indemnité de grand déplacement. Voilà, il y avait un autre sujet important, c'est sur la retraite, effectivement. Les salariés relevant du champ d'application de l'accord doivent pouvoir bénéficier d'un arrêt de leur travail avec maintien de leur salaire dès 55 ans. Alors, effectivement, depuis 4-5 ans, il s'est passé quelque chose sur le régime de retraite. Et il n'y a pas longtemps, on était encore dans la rue pour ceci. Et il se peut qu'on y revienne. Voilà, effectivement, là, on avait fixé le départ à la retraite dès 55 ans. Ce qui pourrait être justifié, comme l'a rappelé Jérôme, pour nous et pour d'autres, par rapport à nos conditions de travail et tout ce qu'on prend au niveau de la santé, que ce soit en travaillant en fond de piscine ou dans les générateurs de vapeur, etc., etc. Et pour tous les salariés du nucléaire. Voilà, je finirai aussi peut-être donc, finirai aussi sur ce qui me paraît important, c'est sur la santé, c'est sur le suivi médical. Sur le suivi médical, il faudrait revenir à ce qui se faisait auparavant. Là, on s'est laissé endormir un petit peu et je suis très sensible à ceci. Les collègues qui m'entendent, les plus anciens l'ont vécu. Les visites médicales des salariés sous-traitants se faisaient il y a 20 ans, 30 ans, peut-être un peu moins, tous les 6 mois. Après, il faut bien savoir que c'est nos patrons qui déterminent de nous classer en catégorie A et B. Et ces catégories A et B, elles définissent que les visites médicales elles auront lieu une fois tous les ans, suivant la catégorie, ou une fois tous les 2 ans. Et ça, je trouve ça anormal. Donc, il faut revenir à ce système de visite médicale tous les 6 mois. D'autant plus que, et je parle en connaissance de cause, d'autant plus qu'un salarié sous-traitant qui travaille comme sous-traitant dans les centrales nucléaires ou les autres installations INB depuis 30 ans ou 40 ans, plus il arrive vers un âge avancé où il doit mériter sa retraite, et on avait proposé de partir à 55 ans, plus il arrive vers un âge avancé, plus il a besoin de visites médicales. Et voilà, ça me paraît important. Et il ne faut pas laisser la possibilité aux patrons de fixer eux-mêmes dans quelle catégorie ils nous définissent la catégorie A ou la catégorie B. Il faut revenir à un système de visite médicale tous les 6 mois pour tous les salariés du nucléaire. Voilà, donc juste là, j'ai fini. Donc, vous verrez, il y a plein de sujets. Vous pourrez le retrouver en ligne sur ma zone contrôlée, que ce soit le site Internet ou la page Facebook. S'ils ne sont pas, on les remettra. Donc, vous verrez tous les sujets qu'on avait balayés et qui sont sur ce projet-là. Voilà, juste pour finir, un dernier mot, c'est peut-être un mot personnel. Je voudrais parler un petit peu de la force qu'on pourrait avoir, de la force qu'on avait avant.
Et le travailler ensemble, effectivement, il a disparu, comme disait Jérôme, ces jours-ci, depuis le début des années 90. Il existait un petit peu avant. Et depuis les années 90 et les années 2000, on a commencé à parler des fameux pourcentages de 70% de la maintenance effectuée par les sous-traitants. On a longtemps gardé le pourcentage de 80%. Maintenant, il doit dépasser les 90%. Et le travail ensemble, il a disparu. Par contre, moi, ce que je dis, c'est que le syndicalisme de solidarité et le revendiquons ensemble aussi, ce ne sont plus les maillons essentiels de l'industrie nucléaire et on doit le retrouver ailleurs. Et ils ont été jadis localement, partiellement, soudainement, lors de mouvements sociaux. Je pense à nos collègues et camarades de Cruas, par exemple. On a revendiqué, on a manifesté avant aussi ensemble pour le maintien du service public. Mais malheureusement, on s'aperçoit que les générations, qu'elles soient statutaires, les nouvelles générations, qu'elles soient statutaires ou prestataires, elles se nourrissent trop des deux mamelles du patronat, que sont l'individualisme et la culture d'entreprise. La culture d'entreprise, elle est néfaste. On ne nous permet pas de l'avoir. Et la culture d'entreprise, elle amène un certain corporatisme. Le corporatisme et la culture d'entreprise, elles sont valables que si elles ont un but. Elles ont un but de définir effectivement dans le cadre d'un service public pour le bien public, pour le bien des gens. Et ce que je reproche un petit peu aussi, que je m'aperçois, c'est que dans des bon nombre de sociétés prestataires, et y compris dans les syndicats des donneurs d'ordre, la culture syndicale se rapproche trop de la culture patronale, de la culture d'entreprise que nos patrons essayent de nous bourrer le crâne avec. Et il faut sortir de là. Et je finirai s'il y a une transition, on parle de la transition écologique, si l'électricité devenait toute verte, et si on ne bouge pas, la sous-traitance, elle sera toujours là, elle sera toujours dans le rouge. Donc, si le statut des IEG qui est mis à mal actuellement, et si nous, on n'arrive pas à avoir ce cahier en indication ou rentrer dans ce statut des IEG, nous tous ensemble, on va tout perdre. Merci Yvon, merci, je crois que tes explications sont claires. Tu l'as dit, sur le site internet donc, de Amazon Contrôlé, vous pouvez retrouver les sujets qui n'ont pas été abordés. Donc, ouais, on avait sélectionné une vingtaine. Donc, à vous de voir. Donc, il y a des réactions, bien sûr, sur le live, et c'est très bien. C'est le but hein, aussi. Hein. Donc là, je vois une question de Nathalie, là, par exemple, là, qui demande quelle est la prime qui est versée aux sociétés prestataires en fin de VD dispatchée aux salariés. Donc, je pense que ça doit être la prime IPS, là, importante. Excusez-moi, je prends la parole. Je crois que Nathalie, elle veut parler. Tout le monde nous en parle un petit peu. C'est la fameuse prime Mopia. Donc, il faut savoir, je crois que c'est ce qu'elle veut dire. Il faut savoir que les donneurs d'ordre, quand on respecte le planning, les délais d'arrêt de tranche, ils versent des primes aux boîtes prestataires. À toutes les boîtes prestataires qui ont participé à l'arrêt de tranche et qui ont, par notre travail, et qui ont réussi à respecter le planning, elles versent une prime. Donc, une certaine somme qui est dispatchée entre toutes les sociétés qui ont travaillé durant cet arrêt de tranche-là. Nous, on a posé la question au sein de mon entreprise et on a demandé qu'elle soit reversée. Et on nous a répondu, nous, chers patrons, non, on le garde et ça nous sert à payer, par exemple, vos primes semestrielles. Voilà, donc les primes semestrielles données, en parlant poliment, à la gueule du salarié, quoi. Voilà, donc là c'est pareil, il faut bien entendre. Nos patrons prestataires reçoivent des donneurs d'ordre, des primes pour le respect du planning. Ils peuvent en recevoir pour d'autres raisons aussi. Et nos patrons, ces primes, ils se les gardent. Ou alors, ils s'en servent pour rémunérer les salariés sous forme de primes, comme je viens de le dire, sous forme de primes semestrielles. J'avais entendu il y a quelques années qu'il y avait une société que je ne vais pas citer ici, mais que Gilles connaît beaucoup.
c'est que ces primes aussi, elles a servi à un moment donné, elles ont eu servi à rémunérer le 13e mois des salariés sous-traitants. Voilà. Ouais, aussi, c'est une réalité, Yvan. Les précisions étaient nécessaires. Moi, je pensais à la prime IPS, mais important, quand les collègues interviennent sur du matériel important pour la sûreté. Et là aussi, on sait qu'il y a des inégalités, que, comme tu l'as dit, très souvent, les entreprises prennent ça aussi pour mettre du beurre dans les épinards et faire leur marge, alors que ça doit revenir, comme tu l'as dit aussi, à nos collègues, évidemment. Donc, oui, les primes, elles existent, il faut qu'il y en ait, évidemment. Mais nous, vous l'avez compris, j'espère, ce soir, à travers ce live, avec Jérôme et puis Yvan, on veut revendiquer avec vous, parce que sans vous, on ne pourra pas le faire. C'est maintenant aux travailleurs de s'approprier, je dirais, ces sujets. Le statut de l'article 4 à EDF, eh bien oui, c'est une loi. Eh bien, il faut vous rapprocher, je dirais, de vos syndicats d'entreprise, de leur demander leur avis, d'aller voir aussi les syndicats des donneurs d'ordre, hein, vous en connaissez certainement. Donc, n'hésitez pas à les solliciter, de leur dire que oui, vous, c'est quelque chose qui vous intéresse. Vu le contexte actuel. Allô, allô? Du nucléaire, on a bien compris aujourd'hui que nous sommes indispensables, que ce soit à EDF, à Orano, au CEA, on a arrêté les activités de démantèlement, mais je dirais, on voit bien qu'aujourd'hui, le travail que vous faites les uns et les autres, il n'est pas reconnu à sa juste valeur. Et donc, on a cette possibilité, je dirais, et il va falloir s'en saisir rapidement, collectivement, en interentreprise, en intersyndical, pour qu'on dise, voilà, nous, ce dumping social que nous subissons, cette précarité que vous nous imposez, on n'en veut pas. Nous, on veut travailler, nous sommes des gens honnêtes, on a des métiers, des qualifications, on sait travailler, et on veut être reconnu pour le travail que l'on fait. Après, les primes, elles viendront, si les employeurs les donnent, ce sera tant mieux pour nos collègues, mais battons-nous, je dirais, dans un premier temps, pour aller chercher cette convention collective, ce statut. Vous l'avez compris, Sud Énergie, la fédération sera à nos côtés. Le collectif Amazon Contrôlé aussi, bien évidemment, on utilisera tout ce qui est à notre disposition, je dirais, pour alerter les médias, les instances des autorités de contrôle, par exemple. Voilà. Donc, je dirais la balle est dans votre camp, les collègues. C'est vous qui devez faire les choses, quoi. Jérôme, tu veux rajouter quelque chose? Ouais. Je voudrais dire un mot sur les primes. Alors, ce n'est pas un mot d'une précision extraordinaire. Moi, j'ai vu la question sur les primes. Je ne sais pas de quelle prime il s'agit. Et je vous entends. J'ai l'impression d'être sur une autre planète. EDF ou le gars qui paye les prestataires donnerait des primes au patron qui lui dit tiens, tu te prends le pognon et puis tu en donnes une petite partie aux salariés. Vous voyez l'intérêt d'avoir un statut commun? Vous le voyez là? Il est là. C'est-à-dire que ces questions-là, elles sont hallucinantes. Déjà, la prime, elle ne va pas vous rentrer dans vos cotisations retraite. Donc, vous l'aurez une fois, elle fait plaisir parce que il faut bien acheter à bouffer à la fin du mois. Mais c'est tout. C'est tout. En attendant, qui c'est qui prend la prime? C'est votre patron, si j'ai bien compris le mécanisme. Ils ont une prime de un satisfecit de tu as bien bossé cette année. Non, tu n'as pas bien bossé cette année. Les gars que tu m'as envoyés et qu'on est en train d'arnaquer, ils ont bien bossé. C'est eux qui créent les richesses. C'est ceux qui bossent qui créent les richesses. C'est vous, c'est nous, c'est pas ceux qui jouent avec les primes. Voilà. Parce que ces primes, je ne sais pas de combien il s'agit ni où est-ce qu'elles vont, mais je peux vous dire que si on les donne, si quelqu'un les donne, c'est que c'est largement rentable de vous réduire en esclavage, tout simplement. Donc voilà, avec des questions, quand on commence à se poser la question de la prime que EDF a donnée à mon patron et est-ce que je vais en avoir une partie et tout ça, là on est en plein dans le vif du sujet. On est en plein dans le vif du sujet. On ne devrait même pas se poser les questions-là. Voilà, c'est ce que je voulais dire sur les primes, quoi, sans s'embarquer sur des considérations techniques ou financières, mais philosophiquement, c'est hallucinant ce que j'entends. Oui, Jérôme, merci. C'est vrai que
on se rend compte que le salaire d'un salarié de la sous-traitance, ben, il y a très souvent plus de 40% qui sont de l'origine de certaines primes. Et donc, voilà, là aussi, c'est pas quelque chose qui peut nous satisfaire. Nous, on veut du concret, on veut, je dirais, du taux horaire, être reconnu pour le travail, la qualification que vous avez. Quand on est un chef d'équipe, eh bien, on a un taux horaire qui correspond à ces responsabilités. Quand on est un chef de chantier aussi, on ne va pas, on va dire, compenser par des primes diverses et variées. On donne ce que le salarié doit obtenir, point barre. Et puis après, ben, ça devrait bien se passer pour nous tous, quoi. Je vois que Yvon veut intervenir. Oui, vas-y, papy. Oui, donc, ouais, on va pas parler toujours des primes. Alors, effectivement, tu as parlé à la prime, on a parlé de la prime IPS. La prime IPS, sachez bien que toutes les primes que les donneurs d'ordre nous donnent, elles émanent aussi, il ne faut pas oublier, ils ont signé des chartes EDF. Par exemple, EDF, ils ont signé des chartes avec les boîtes prestataires. Ils ont signé des chartes, ces chartes-là n'ont pas été signées avec les salariés sous-traitants, ni avec l'organisation syndicale, ni avec leurs représentants du personnel. Donc, ils se sont juste lissés la conscience parce qu'à l'époque, ils avaient un gros problème. C'est qu'ils n'arrivaient plus à trouver de personnel pour travailler sur les installations nucléaires. Il faut bien se le dire. Donc, ils nous ont un petit peu rincé un petit peu avec ces primes-là. Moi, il y a un sujet qui me paraît important. Nous en avons parlé, Gilles. Je m'adresse à tout le monde. Si on veut rester ensemble et revendiquer ensemble et manifester ensemble et proposer ensemble, il ne faut pas tomber dans le piège dont nous met les donneurs d'ordre actuellement. Je vais parler d'un sujet, c'est les appels d'offres qui ont lieu. Les appels d'offres, en ce moment, tout le monde entend parler de l'appel d'offres. Donc, ils s'amusent à faire des abréviations comme ça. Donc, l'appel d'offres qui a lieu actuellement sur les activités et sur le métier non reconnu de logistique nucléaire, ça s'appelle le SACROVAL. Donc, ces abréviations, elles sont juste représentées par les noms des centrales nucléaires où vont se dérouler cet appel d'offres. Le prochain appel d'offres, il va se situer sur les centrales nucléaires du Val-de-Loire et d'une partie de la vallée du Rhône. Donc, Saint-Laurent-des-Eaux, Chinon, Belleville, Dampierre, Saint-Alban et Cruas. Je ne crois pas que nos gens y soient dedans. Voilà. Il ne faut pas tomber dans ce piège-là. Si vous marquez bien les anciens, il y a des années, le donneur d'ordre EDF faisait des appels d'offres presque nationaux. Et ils se sont aperçus qu'en divisant et en le faisant par plaque, ça pouvait aussi diviser malheureusement les actions, les mouvements sociaux qui pouvaient émaner de ces appels d'offres-là. Rappelons, ces appels d'offres, toujours, malgré ce que nous disent nos chers patrons et nos chers donneurs d'ordre, qui sont toujours faits au moins 10 ans. Et c'est pour ça que nous travaillons là-dessus, parce que si nous avions un cahier de revendication ou autre chose, on peut l'appeler, comme j'ai dit, une convention plancher, une convention unique, les appels d'offres ne pourraient se faire que sur le côté technique, un petit peu, bien sûr, commercial, et pas à mettre en opposition par rapport à toutes les conventions collectives qui nous gangrènent. Donc, un dernier appel. Il y a des collègues qui nous interpellent à nous pour nous dire, est-ce que vous entendez qui c'est qui va prendre Chinon, qui c'est qui va prendre Dampierre, qui c'est qui va prendre Belleville, Cruas, Saint-Alban. Il ne faut pas faire comme ça, les collègues. Nous, on comprend que vous êtes prêts à agir, mais une fois que vous êtes sûr, par exemple, que votre société va conserver le marché sur lequel vous êtes, vous n'allez plus être actif. Et ils attendent que ça. C'est pour ça qu'ils ont fait ainsi ces appels d'offres par plaque. Donc, je vous rappelle, plaque Val-de-Loire plus 2 centrales de la vallée du Rhône. Il ne faut pas rentrer dans ce jeu-là. Il ne faut pas avoir cette culture d'entreprise. On ne vous permet pas d'avoir une culture d'entreprise. Ne rentrez pas dans ce jeu-là. Voilà, il faut toujours rester, il faut faire des actions communes. L'action commune que je propose, là, profitons de cet appel d'offres-là, de Chinon jusqu'à Cruas. Il faut s'unifier, il faut s'unir là. Voilà, il ne faut pas attendre qu'on nous vende comme ça, je le dis, le mot est comme de la viande, quoi. Donc, restons attentifs, effectivement, mais ne cultivez pas cette culture d'entreprise et cette façon de faire de ces appels d'offres. Oui, Yvon, je partage complètement. Je dirais aussi, on a un exemple très récent, là, en début d'année,
sur le site de Gravelines. Moi, c'est un exemple qui m'a marqué parce que quand on a appris ce qui se passait, on se rend compte qu'on a des entreprises aujourd'hui qui postulent sur des marchés, qui n'ont pas les compétences, ils n'ont pas les ressources humaines pour faire le job. Ils spéculent sur la reprise du personnel. Et bien évidemment, ces entreprises qui obtiennent ces marchés, tu l'as dit Yvon, dans plus de 80% des cas, c'est le moins-disant social qui le remporte. Et on se retrouve avec des conventions collectives qui aujourd'hui se mettent en place, comme le transport. Nos copains, nos copines qui sont à Daher, par exemple, voilà. Aujourd'hui, ils font du magasinage en zone comme hors zone, mais ils sont sous le couvert de la convention collective du transport. Qu'est-ce que ça vient foutre là-dedans? Donc, la Syntec, voilà, aussi, vous connaissez un petit peu notre position là-dessus. Donc, l'intérêt, c'est voilà, de s'unifier, comme tu as dit, de s'organiser collectivement avec les syndicats, avec nous, l'association, on est là pour ça, pour aider, pour mettre en avant les luttes qui sont faites par les travailleurs. Et donc, je dirais, la balle est dans le camp des travailleurs, quoi. Jérôme, je crois que tu voulais intervenir. Oui, oui, parce que je vois quelques questions qui vont un peu dans le sens, je synthétise, hein, c'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on va faire pour l'avenir? Donc là, tu invoques quelques pistes, Yvon, sur profiter des moments, justement, des changements de contrat, des choses comme ça, pour faire quelque chose. Mais alors, il faut lâcher le mot, quoi. C'est quoi? Il faut l'action collective. Il n'y a pas 50 000 manières d'y arriver, hein. À avoir un bon... moi, je représente mon syndicat. Mon syndicat, c'est un outil qui est au service des salariés. Ils le prennent, ils en font ce qu'ils veulent. C'est ce qu'on a fait, nous, hein. On a créé un syndicat, on était tous dans d'autres syndicats, hein, avant. On est des militants, certains pas. Voilà. On voit des choses un peu différemment. Et le syndicat, non pas comme une finalité, mais comme un outil pour arriver à nos fins. Et là où on veut arriver, c'est à ce que les travailleurs, ça aille, quoi. Ça aille. Et notamment les prestataires. C'est important. On voit à Sud Énergie de plus en plus de prestataires qui rejoignent nos rangs parce que ça leur donne aussi la possibilité de prendre l'outil syndical pour eux. Voilà, je ne sais pas, peut-être Gilles il pourra en parler, mais en tout cas, je veux dire quand même au nom de la Fédération Sud Énergie qu'on n'est pas une fédération verticale. C'est-à-dire que là, il y a quelque chose, par exemple, sur l'article 4 qui est décidé, qui va être une action judiciaire. On s'y prépare depuis longtemps. Tout ça, c'est très long de toute façon, et ça remplacera jamais l'action collective. L'action collective, elle peut obtenir en quelques mois ce que tu obtiendras en 20 ans devant les tribunaux, et encore, dans 20 ans, les boîtes, elles n'existent plus. Donc voilà, ça, il faut en être conscient. Donc, quand je vois qu'est-ce qu'on fait maintenant, eh on résiste et on s'engage et on y va en avant, quoi. On a vu là les dernières élections d'Orano, un taux d'abstention, mais record. Moi, je comprends les gens qui se disent, bon, les syndicats, ouais, c'est tous pareil, on nous a parlé du livre rouge, des prestataires, du machin, il ne s'est rien passé, bon, maintenant on arrête. Mais non, vous n'arrêtez pas. C'est surtout, ça, c'est ce que le patron, il veut. Que chacun, il arrête et qu'il abandonne. Non, tu n'es pas content là, tu t'essayes de créer un autre collectif, comme ma zone contrôlée. Pourquoi pas autre chose, mais tous avec un objectif commun. On met en commun nos forces. Alors, nos forces, elles sont militantes, elles sont aussi financières, parce que s'il va falloir se battre judiciairement, ça va coûter plusieurs dizaines de milliers d'euros, cette affaire, hein. Il faut en être conscient aussi, hein. Et des milliers d'heures de travail. Il faut être conscient de ce que c'est que le travail, que la bagarre, quoi, la lutte. La lutte, ça a un sens. On l'appelle la lutte parce que c'est difficile. On ne l'appelle pas la lutte parce que ça fait plaisir de regarder quelqu'un aller se battre. Non, il faut tous s'engager. Il faut tous s'engager. Moi, j'ai bien connu un bon copain, moi, qui était à la CGT, qui s'appelait Georges Segui, qui était premier secrétaire général de la CGT pendant mai 68. Et
quand son pote Stéphane Hessel, il avait écrit Indignez-vous, lui disait c'est bien beau, mais il faut s'engager aussi. Et ça a du sens. C'est bien beau de s'indigner, mais il faut s'engager. Donc la solution, elle est là. Et la solution, on la connaît, et depuis tout le temps. Depuis tous les temps, on la connaît. Le seul truc qui a marché dans l'histoire, c'est ça. C'est l'engagement humain. C'est l'engagement des gens et qui vont se battre. Voilà. Donc nous, on sert à ça. Il y en a d'autres qui servent à ça. Et voilà, je pense que ce qui est important, c'est que les gens s'engagent. Et, Ouais. ouais, Merci. Vas-y, Yvon, vas-y. Effectivement, sur le sens de la question, c'est bien beau, c'est blabla, et qu'est-ce qu'on fait, quoi? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Effectivement, ça devient de l'instant T maintenant. Sacroval, ça y est, ils ont commencé, quoi, les appels d'offres économiques, techniques, commerciaux, ça y est, c'est parti là. On sait un petit peu déjà, c'est pas à nous à le dire, puisqu'on ne veut pas rentrer dans ce jeu-là. Qu'est-ce qu'on fait? On avait proposé ma zone contrôlée. On pouvait dire peut-être que effectivement, c'était pas bien organisé parce que nous sommes pas que 2 ou 3 à pouvoir organiser ça. Il faut que tout le monde se le prenne. On avait organisé le fameux DD. Donc le 18 septembre 2019. Hein. Ça n'a pas trop, mais se le dire, ça n'a pas trop fonctionné. Hein. Vous pouvez dire peut-être qu'on avait un problème de communication ou de réseau pas assez important. Mais moi, je le dis haut et fort, c'est parce que les collègues qui nous suivaient, les collègues sous-traitants n'ont pas voulu s'approprier la chose. Et puis parce que aussi, on a eu des entraves aussi. Parce qu'on a eu des entraves pour revendiquer, pour manifester et pour regrouper devant les centrales nucléaires ou les autres sites IN. Voilà, à un moment donné, si on est nombreux, pour se mettre devant l'usine dans laquelle nous travaillons depuis des années. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est à vous à décider. Est-ce qu'une journée entière définie sur ces centrales-là que je viens de citer, sur Sacroval, avec le maximum de salariés, avec nos revendications à la main, avec ce projet comme base de revendication, mais il faut faire attention, quoi. C'est à l'instant T. Hein. Moi, je le dis, les maquignons, ils vont arriver quoi, sur les centrales nucléaires. Hein. Et ça va recommencer les maux de ventre. Ça va recommencer les maux de tête. Et c'est notre truc à nous depuis 30 ans. Quoi. Voilà, il ne faut pas attendre qu'on soit malade. Donc, proposer, est-ce qu'une journée pourrait suffire ou d'autres projets, est-ce qu'on remonte, est-ce qu'on s'appuie sur ma zone contrôlée, est-ce qu'on fait des mini-collectifs ailleurs? Et on avait demandé le 18 septembre, il nous fallait des relais sur les centrales nucléaires, sur les installations INB. Décidez, vous nommez quelqu'un. Alors après, si vous avez entendu, je suis Laurent Yvon et je suis délégué syndical CGT à la société Endel. Et je n'ai pas parlé de mon syndicat. Il y en a qui doivent m'écouter ici. Parce que l'autre problème qu'on a aussi, c'est qu'au sein de ces grandes sociétés, par exemple la mienne, il ne faut pas oublier, la mienne c'est Endel Engie. Hein. Engie, c'est des boîtes comme les autres, comme Bouygues, comme Renault, comme Vinci, comme Veolia, c'est des grands groupes du CAC 40, quoi. Ils font du pognon. Il y a du pognon quand même à prendre en course au nucléaire. Voilà. Mais malheureusement, au sein de ma boîte, de ma société, de mon syndicat, vous savez, pendant des années, j'ai aussi lutté au sein de ma propre société parce que les salariés du SCTN, vous connaissez cette boîte, ces salariés du SCTN qui faisaient de la logistique nucléaire qu'on appelait la servitude avant, on a toujours été mis de côté, on a toujours été mis à part. Il fallait déjà se battre au sein de notre société pour être reconnu et même au sein de notre syndicat. C'est pour ça, là, moi, j'écoute, je lis. Et là, si on s'aperçoit depuis la création de maison contrôlée, on parle des agents de logistique nucléaire. Réveillez-vous, les robinettiers, les soudeurs, les mécanos, les électriciens, etc. Il y en a qui m'entendent, les T-radios, voilà. Et aussi, eux aussi, sont concernés. Il n'y a pas que la logistique nucléaire. Malheureusement, les autres corps de métier, je finis là-dessus, ils nous renient un petit peu, quoi. Ils ne sont pas trop solidaires, même au sein de notre entreprise et même au sein de notre propre syndicat. Merci Yvon, merci Jérôme pour ces compléments qui sont importants, je pense, à exprimer pour que les gens comprennent bien aujourd'hui que, oui, je dirais, on est des colibris. Donc, faisons ce que nous devons faire les uns et les autres à notre position. Sollicitons les syndicats quand ils existent dans les entreprises. Allons vers eux.
C'est, comme a dit Jérôme, un syndicat, c'est un outil pour les travailleurs. Et donc, c'est aux travailleurs à utiliser les bons outils, à s'approprier tout ça. Et je dirais, ben, nous, pour le collectif Maison Contrôlée, vous l'avez compris, on sera très attentif, bien évidemment, à l'évolution de nos situations, parce que vous l'avez bien compris là aussi, j'espère, vu cet épisode Covid, les reports d'arrêt de tranche, toute cette réorganisation qu'il y a, et aujourd'hui toute l'importance que vous avez les uns et les autres, toute cette importance, elle mérite justement une vraie reconnaissance. Et donc, ça, là, je reviens toujours à notre sujet central, c'est arrêtons d'être complices de cette mise en concurrence, arrêtons de nous battre dans nos entreprises, faisons en sorte que ce soit la technique qui l'emporte, et je vous fais confiance aux uns et aux autres pour tirer votre épingle du jeu par votre expérience, votre dextérité, votre savoir-faire. Mais si c'est qu'une histoire de coût du travail, le monde de demain va être terrible. Donc, approprions-nous tout ça. Et puis, je dirais maintenant, il faut réfléchir collectivement. Nous, on est un outil comme les syndicats. On saura répondre présent, mais c'est à vous sur le terrain d'en parler entre vous et de décider ce que vous voulez faire. C'est, je dirais, l'essence même pour qu'on puisse réussir cet objectif qui aujourd'hui nous tend les bras, parce que on se rend bien compte que quand 80% de la maintenance est réalisée par des sous-traitants, avec ces sujets qu'on a évoqués de concurrence en permanence, de dumping social, on fait du nucléaire low cost, les collègues, et ça, c'est pas acceptable, quoi. On est des citoyens aussi avant tout, et donc c'est à nous de nous approprier tout ça et de dire moi, je veux travailler, mais dans de bonnes conditions et être reconnu une bonne fois pour toutes, quoi. Est-ce que Yvon ou Jérôme, vous voulez rajouter quelque chose? Sinon, ouais, Jérôme, je vois que tu lèves la main. Non, non, je disais, non, je fais la main parce que je fais des grands gestes comme ça. Non, non, juste merci de nous avoir donné l'occasion de parler de ça. C'est toujours intéressant, c'est pas fini. Et on en refera d'autres, quoi. Je trouve que c'est bien. Ouais. Yvon, bonne soirée à tout le monde. Moi, j'ai reçu juste un petit message comme ça. Je voulais rebondir aussi. Je vais parler de la société que j'ai citée tout à l'heure, Endel Engie. Engie, avant, il n'y a pas longtemps, sur nos bleus, il y avait marqué GDF Suez. Donc, il faut bien rappeler ce qu'était GDF, ce qu'était Suez et ce qu'est devenu Engie. Juste aux collègues, chez Engie, vous avez un statut IEG. Chez Engie, vous avez un statut IEG. Les anciens collègues de GDF, ils sont sur le statut. Et effectivement, la direction d'Engie fait tout pour casser ce statut qui les embête un petit peu. Mais voilà le paradoxe. Nous sommes Endel Engie, filiale d'Engie, et chez Engie, on a des collègues qui ont le statut IEG. C'est juste une réflexion comme ça. Peut-être que dans notre société, ça doit être pareil aussi, d'avoir des statuts meilleurs que les filiales que ces grands groupes 440 se créent et délaissent, effectivement. Voilà, je voulais finir juste sur ça. Merci Yvon. Écoutez, je vais conclure ce live. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, qu'on vous a donné envie un petit peu d'échanger avec vous, avec vos collègues, de créer des ponts. C'est important. On n'est pas là pour construire des murs. Au contraire, on veut créer des ponts entre tous les salariés aujourd'hui qui travaillent au sein de cette filière, que ce soit à EDF, à Orano ou au CEA. Donc, approprions-nous tout ça. C'est nos métiers, c'est notre avenir. Les petits jeunes aussi qui vont venir nous renforcer. Appuyons-nous évidemment, je dirais, sur aussi les anciens. Enfin voilà, je pense qu'il y en a quelques-uns qui ont un petit peu de bouteille et d'expérience, et ça aussi, je pense que ça, il faut le valoriser. Et donc, je tiens à remercier aussi Alexis qui nous a grandement aidé à réaliser ce live. C'est elle qui s'occupe de toute la technique. Mille merci Alexis pour ton aide, ton soutien, parce que sans toi, on n'aurait pas pu réaliser ce live. Donc, on va forcément faire un petit Rex. Vous connaissez le terme de tout ça, de ce live.
pour décider peut-être de futures discussions avec vous sur d'autres sujets, sur peut-être la santé, sur la transition énergétique, les retraites, enfin voilà. Et puis si vous avez des idées, évidemment, si vous avez des pistes, des choses que vous voulez voir abordées, eh ben, n'hésitez pas à nous contacter. On a le site internet, la page Facebook. Voilà, il y a plusieurs administrateurs. On saura vous répondre assez rapidement. Et voilà, je dirais, appropriez-vous ces sujets, les copains. C'est personne d'autre qui va le faire. Donc, je vous souhaite une bonne fin de soirée, un bon week-end, une bonne reprise lundi, sachant qu'il y a des actions déjà prévues pour les personnels de santé, entre autres, hein, qui ont été en première ligne, qui sont toujours en première ligne. Donc, peut-être que ce sera des exemples à suivre pour nous, pour faire valoir ce que nous faisons au quotidien, c'est-à-dire participer à la production d'électricité pour nos hôpitaux, nos EHPAD, nos maisons, les maisons de retraite. Je pense que ça mérite un peu mieux que ce qu'on nous propose actuellement. Je vous fais un bisou et puis je vous dis, les amis, à très bientôt. Au revoir. Au revoir à tous.